La perle de Steinbeck et on va parler du chapitre 2. Donc voilà, donc on se rappelle le pauvre Kino et sa femme ont leur petit garçon qui vient de se faire piquer par un scorpion et ils essaient d'appeler un docteur, mais le docteur n'est pas très réceptif parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc voilà, donc je continue. La ville s'étalait au fond d'un large estuaire, et ses vieux bâtiments crépis en jaune s'accrochaient à la grève. Et sur la grève gisaient les pirogues bleues et blanches, venues de Nayarit, entretenues de génération en génération à l'aide d'un revêtement imperméable, dur et nacré comme un coquillage, dont le secret se perpétuait parmi les pêcheurs. C'étaient de gracieuses pirogues, à la coque élevée, à la proue et la poupe renflées, pontées dans leur milieu, ce qui permettait de fixer un mât portant une petite voile latine. La grève était de sable jaune, mais sur le rivage s'alignait un collier d'algues et de coquillages. Les crabes écumaient et crachotaient au fond de leurs trous dans le sable, et dans les flaques, les petits homards gigotaient et bondissaient, hors de leur refuge, sur la frange d'algues et de gravier. Le fond de la mer grouillait d'êtres rampants, nageant et croissant. Les algues brunes flottaient dans les courants légers, les anguilles vertes s'y faufilaient et les petits hippocampes s'accrochaient aux tiges. La bottette tachetée, ce poisson venimeux, reposait sur le lit d'herbe velue et les crabes nageurs, aux brillantes couleurs, trottaient au-dessus d'eux. Sur la grève, les chiens et les porcs affamés, descendus de la ville, cherchaient inlassablement le moindre poisson ou goéland mort que la marée montante y aurait déposé. Bien qu'il fût encore très tôt, le mirage brumeux s'était déjà levé. Cette atmosphère incertaine, qui amplifie certaines choses et en dissimule d'autres, enveloppait le golfe tout entier, si bien que le panorama semblait irréel, et qu'on ne pouvait pas faire confiance à ses yeux. La mer et la terre offraient tout à la fois la précision aiguë et la nébulosité d'un rêve. C'est sans doute pourquoi les gens du Golfe croient aux choses de l'esprit, de l'imagination, mais ne s'en remettent jamais à leurs yeux pour estimer une distance ou évaluer un détail avec quelque exactitude. De l'autre côté du Golfe, en face de la ville, un bouquet de palétuviers se dessinait avec une précision photographique, tandis qu'un second bouquet ne formait qu'une masse vert sombre. Dans le lointain, une partie de la grève disparaissait dans un rutilement qui ressemblait à la mer. On n'était jamais sûr de sa vue. On ne pouvait jamais jurer que ce qu'on voyait était vraiment là ou non. Et les habitants du Golfe ne s'en étonnaient pas, bien convaincus qu'il en était de même partout. Une brume cuivrée s'élevait au-dessus de l'eau, et le brûlant soleil matinal qui la martelait la faisait vibrer d'un éclat aveuglant. Les huttes des pêcheurs s'élevaient à droite de la ville, à l'arrière de la grève, et les pirogues étaient échouées devant. Kino et Roana descendirent lentement vers la plage et gagnèrent leur pirogue, la seule vraie richesse que Kino eût au monde. Elle était très ancienne. Le grand-père de Kino l'avait ramenée de Nayarit, puis il l'avait léguée à son père, et c'est ainsi que Kino en avait hérité. C'était à la fois une possession et la nourriture assurée, car un homme qui possède une pirogue peut toujours garantir à sa femme qu'elle aura quelque chose à manger. C'est le rempart contre la famine. Et, chaque année, Kino la revêtait d'une couche d'enduit nacré, selon la méthode qui lui avait également été transmise par son père. Il arriva près de l'embarcation et, comme à l'accoutumée, en caressa tendrement la proue. À côté, sur le sable, il déposa son roc de plongée, son panier et ses 2 cordes, puis il plia sa couverture et la plaça dans le creux de la proue. Roana installa Coyotito dessus et le recouvrit de son châle pour le préserver des rayons ardents du soleil. L'enfant était tranquille à présent, mais l'enflure de l'épaule avait gagné le cou puis l'oreille, et son visage était fiévreux et bouffi. Roana entra dans l'eau et ramassa des algues brunes, dont elle fit un cataplasme humide qu'elle vint appliquer sur l'épaule du bébé. C'était là un remède tout aussi bon qu'un autre, et sans doute meilleur que celui
que le docteur aurait employé. Mais à ce remède simpliste et gratuit manquait l'autorité de l'homme de science. Les crampes d'estomac ne s'étaient pas encore manifestées. Peut-être en suçant, Juana avait-elle extirpé le poison à temps, mais elle n'avait pas extirpé sa propre anxiété. Dans sa prière, elle n'avait pas demandé la guérison du bébé. Elle avait prié pour la découverte d'une perle qui paierait les soins du docteur. Car l'esprit des êtres est aussi immatériel que le mirage du golfe. Kino et Juana poussèrent la pirogue à l'eau, et quand elle entra dans la mer, Juana y grimpa, tandis que Kino, pataugeant à côté, poussait l'arrière jusqu'à ce qu'il fût à flot, et dansa légèrement sur les petites vagues du bord. Alors, en parfait accord, Juana et lui plongèrent leur double pagaie dans la mer et le canoë fendit l'eau dans un chuintement rapide. Les pêcheurs de perles étaient sortis depuis longtemps. Kino les aperçut bientôt, groupés en flottille, dans la brume, au-dessus du champ d'huîtres. À travers l'eau, la lumière venait d'éclairer le champ où les huîtres perlières aux coquilles froncées se collaient au fond caillouteux, un fond jonché de coquilles d'huîtres ouvertes et concassées. C'était là le champ qui avait donné au roi d'Espagne l'omnipotence européenne, qui avait payé ses guerres et avait, pour le salut de son âme, décoré ses églises. Huîtres grises ornées de bizarres jabots où s'accrochent les plumets de lichen, huîtres recouvertes d'une couche de petits crustacés et que les petits crabes escaladent. Un accident peut leur arriver, qu'un grain de sable glisse dans les replis du muscle et irrite la chair. Celle-ci, pour se défendre, enveloppe le grain d'une couche de ciment lisse. Et le processus, une fois déclenché, elle continue à revêtir le corps étranger jusqu'au moment où il s'échappe, au cours de quelque ouragan sous-marin, ou jusqu'à ce que l'huître elle-même soit détruite. Depuis des siècles, les hommes ont plongé, arraché les huîtres à leur lit et les ont ouvertes, à la recherche des grains nacrés. Des bancs de poissons vivent près de ces champs pour se nourrir des huîtres rejetées à la mer par les pêcheurs et grignoter l'intérieur des coquilles éclatantes. Mais les perles sont des accidents, et en trouver une est un coup de chance, une preuve d'amitié de la part de Dieu, ou des dieux, ou le tout ensemble. Kino possédait 2 cordes, l'une qui était nouée autour d'une grosse pierre, l'autre à son panier. Il ôta sa chemise et son pantalon et posa son chapeau au fond de la pirogue. La mer était une nappe d'huile. Il prit sa pierre d'une main, son panier de l'autre, passa les jambes par-dessus bord, et la pierre l'entraîna tout droit au fond. Les bulles s'élevèrent derrière lui jusqu'à ce que l'eau redevint claire. Et alors il put voir le fond. Au-dessus de lui, la surface de la mer était un miroir onduleux et chatoyant, troué de place en place par le fond des pirogues. Kino se déplaça avec précaution afin de ne pas troubler l'eau. Il engagea son pied dans la boucle de son roc, et ses mains agiles arrachèrent vivement les huîtres les unes par grappes, les autres une à une, pour les poser ensuite dans son panier. Par endroits, elles adhéraient ensemble et se décollaient en bloc. Les ancêtres de Kino avaient chanté tout ce qui existe et tout ce qui arrivera jamais. Ils avaient tout mis en chanson. Ils avaient fait des chants pour les poissons, pour la mer en furie et pour la mer paisible, pour le jour et pour la nuit, pour le soleil et la lune. Et tous ces chants demeuraient dans le cœur de Kino et des siens. Tous les chants qui furent jamais inventés et même ceux depuis longtemps oubliés. Le chant accompagnait Kino. Le chant accompagnait Kino pendant qu'il emplissait son panier. Un chant dont le rythme était battu par son cœur palpitant, tandis qu'il brûlait l'oxygène de son souffle contenu. Et l'eau grise et verte, les petits animaux frôleurs et les nuages de poissons qui passaient en flèches en composaient la mélodie. Mais à ce chant s'ajoutait un accompagnement secret, à peine perceptible, mais constant, un murmure harmonieux, mystérieux et obstiné, presque amalgamé à la phrase musicale, le chant de la perle que l'on attend, car chacune des coquilles qui tombaient dans le panier pouvait en contenir une. Les chances étaient évidemment contraires, mais les dieux pouvaient se montrer favorables. Kino savait qu'au-dessus de lui, dans le canoë, Juana invoquait la magie de la prière. Le visage figé, les muscles tendus pour forcer la chance, pour l'arracher d'entre les mains des dieux, car la chance lui était nécessaire pour l'épaule de Coyotito. Et comme le besoin était impérieux et le désir profond,
La secrète mélodie de la perle possible s'élevait plus fort ce matin-là. Elle s'incorporait à la chanson sous-marine en longues phrases fermes et claires. Dans la plénitude de sa jeunesse, de sa force et de sa fierté, Kino était capable de rester sans aucune fatigue, plus de 2 minutes en plongée. Aussi travaillait-il tranquillement en sélectionnant les plus grosses coquilles. Se sentant dérangé, les huîtres se refermaient hermétiquement. À sa droite se dressait une roche recouverte de petites huîtres, trop jeunes pour être cueillies. Kino s'en approcha et là, au flanc du rocher, sous une saillie, il vit une énorme coquille, nue et solitaire. À l'abri de cette saillie, le vétuste coquillage bâillait, et dans le muscle lipu, Kino entrevit une lueur fantomatique. Puis, soudain, la coquille se referma. Le cœur de Kino battit à grands coudes et la mélodie de la perle possible éclata à ses oreilles. Doucement, il arracha l'huître et la plaqua contre sa poitrine. D'une ruade, il dégagea son pied de la boucle de la corde. Son corps remonta à la surface et ses cheveux noirs brillèrent au soleil. Il empoigna le bord du canoë et déposa l'huître au fond. Roana maintint le bateau pour l'aider à monter. Les yeux de Kino étincelaient, mais par décence, il remonta d'abord sa pierre et son panier d'huîtres. Sentant sa fébrilité, Roana fit semblant de regarder ailleurs. Il n'est pas bon de désirer trop violemment quelque chose. Parfois, cela détourne la bonne chance. Il faut vouloir juste assez et il faut être très réservé en face de Dieu ou des dieux. Mais Roana suspendit son souffle. Kino venait d'ouvrir son coutelas à lame courte. Il eut l'air de réfléchir en fixant le panier. Peut-être valait-il mieux ouvrir l'huître en dernier. Il prit une petite coquille, coupa le muscle, fouilla dans les replis de la chair et la rejeta à l'eau. Il parut tout à coup remarquer pour la première fois la présence de la grande huître. Il s'accroupit au fond de la pirogue, saisit le coquillage et l'examina. Les cannelures brillantes allaient du noir au brun, et seul petit bésicle adhérait à la coque. Et voilà qu'il hésitait à l'ouvrir. Il savait que ce qu'il avait vu pouvait n'être qu'un reflet, une parcelle de coquille nacrée, entraînée à l'intérieur par le courant, ou encore une illusion totale. Dans ce golfe, à la lumière trompeuse, l'illusion était plus fréquente que la réalité. Mais les yeux de Roana étaient fixés sur lui. Elle ne pouvait plus attendre. Elle posa la main sur la tête enveloppée de Coyotito. « Ouvre-la », fit-elle à voix basse. « Ouvre-la. Vas-y. » Kino introduisit adroitement sa lame dans les valves. Sous la poussée, il sentit le muscle résister. Jouant de sa lame comme d'un levier, il le fit céder et le coquillage s'ouvrit. Les lèvres de chair se crispèrent puis se détendirent. Kino souleva les replis et la perle était là. La grosse perle, parfaite comme une lune. Elle accrochait la lumière, la purifiait et la renvoyait dans une incandescence argentée. Elle était aussi grosse qu'un œuf de mouette. C'était la plus grosse perle du monde. Le souffle coupé, Roana gémit légèrement. Et dans le cœur de Kino, la mélodie de la perle qu'on attend retentit, claire et majestueuse, riche, chaleureuse, brillante, tumultueuse, triomphante. À la surface de la perle, il voyait se dessiner des rêves. Il prit la perle dans la chair mourante et la garda au creux de sa main. La fit tourner et constata la perfection de sa rondeur. Médusé, Kino regardait la perle dans sa main qu'il avait écrasée contre la porte du docteur. Et sur son poing, la chair déchirée était décolorée jusqu'au blanc grisâtre par l'eau de la mer. Instinctivement, Roana se pencha sur Coyotito, couché dans la couverture de son père. Elle souleva le cataplasme de Goémon et regarda son épaule. « Kino !» s'écria-t-elle d'une voix aiguë. Quittant des yeux la perle, il vit que l'épaule de l'enfant désenflait. Le poison se résorbait. Alors le poing de Kino se referma sur la perle et l'émotion l'emporta. Il renversa la tête en arrière et rugit. Ses yeux roulaient dans leurs orbites et son corps se tendait tandis qu'il hurlait. Dans leur pirogue, les autres pêcheurs, surpris, dressèrent l'oreille, puis, plongeant les pagaies dans la mer, accoururent tous vers le bateau de Kino. Ah ah ! Donc là,
Alors, en fait, c'était le chapitre 3 et pas 2, parce que j'avais dû lire l'autre avant. Donc voilà, je lirai le chapitre 4 à un autre moment. Mais là, c'est palpitant, c'est bien. Mais pourtant, j'ai déjà lu, mais je trouve ça excellent. Bon, allez, bonne soirée tout le monde, et enfin tout le monde. Bonne soirée, bonne soirée. Au revoir.